Bonjour à tous, merci André pour cette présentation. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Euh, je sais que c'est pas nécessairement le sujet le plus plaisant, mais moi je vais avoir du plaisir à vous en parler. Donc on va parler de maltraitance envers les personnes aînées. On va essayer de garder ça léger parce que comme je disais, c'est pas le sujet le plus plaisant à discuter, mais on va aussi essayer de garder ça intéressant et simple parce que comme Monsieur Tivierge l'a nommé, c'est un sujet qui est somme toute assez complexe. Donc, il vous a présenté le résumé. On va effectivement parler de la maltraitance en général, mais on va essayer d'aller creuser dans les détails, parler des formes, des types, des facteurs de risque, des conséquences, des indices, du profil des personnes maltraitantes. J'avais mis parler des signalements, mais en fait, compte tenu du fait que c'est pas toutes les provinces du Québec qui ont des mécanismes de signalement en place, j'ai décidé d'élargir. En fait, on va parler de l'importance de faire une demande d'aide qui s'applique à partout où on peut se trouver au Canada. Je sais que la majorité des gens qui vont être là ce matin vont être des gens du Québec, si ce n'est pas la totalité, mais je voulais quand même essayer d'être aussi inclusif que possible là, dans l'approche. Avant de commencer dans le vif du sujet, je vais prendre le temps de présenter la chaire de recherche où je travaille. Souvent, quand je me présente, les gens comprennent que je fais de la recherche, de par le titre, chercheur à la chaire de recherche, mais l'idée d'une chaire, ça fait pas écho à grand-chose. Les gens sont souvent un peu confus sur c'est quoi le rôle d'une chaire. Donc, simplement, une chaire, c'est une entité de recherche qui appartient à un milieu universitaire. Donc, dans notre cas, c'est l'Université de Sherbrooke, qui est centrée sur une thématique précise. Encore là, la maltraitance envers les personnes aînées. Ce qui veut dire qu'on ne fait pas des projets qui vont s'intéresser à n'importe quel sujet. On a un peu moins de liberté qu'un chercheur qui serait indépendant, qui pourrait décider que lundi, il travaille sur la maltraitance, puis mercredi, il travaille sur le traitement du cancer. Nous, on est vraiment pointés. Parfois, on va s'éloigner un peu sur des sujets connexes. Par exemple, on veut parler de violence conjugale, d'intimidation, des choses comme ça, mais on reste axé là, sur la notion de maltraitance envers les personnes aînées. Puis une chaire, c'est soutenu par un financement gouvernemental. Dans notre cas, c'est financé par le gouvernement du Québec. Puis, ça a pour mission de faire avancer les connaissances et de former la relève scientifique. Donc, c'est pas juste une équipe de chercheurs et de professionnels, ça va être aussi une équipe d'étudiants qui vont être impliqués dans les projets pour apprendre comment ça se mène concrètement une vraie recherche et puis comment on peut fonctionner dans le monde de la recherche en général. Au Canada, il existe de nombreuses chaires. En fait, il y en existe plus de 2000. Il y a la chaire sur la prévention du suicide, la chaire sur les maladies cardiovasculaires, sur le génome. On couvre vraiment tous les sujets. Par contre, à travers le monde, il y a seulement 2 chaires qui parlent de maltraitance envers les personnes aînées. Puis on est très chanceux au Canada parce que les 2 sont ici. Donc, on a la chaire de Sherbrooke, qui est la mienne, qui a pour titulaire Mélanie Couture, donc c'est pas vraiment la mienne, c'est là que je travaille. Puis, il y a la chaire de recherche du Canada sur la prévention de la maltraitance envers les personnes aînées, qui est à l'Université de Toronto et qui a pour titulaire David Burns. On n'est pas en compétition, on travaille vraiment ensemble, on se voit comme des collaborateurs dans une lutte commune. Fait que c'est pas comme si on se battait pour le financement puis qu'on se pilait sur les pieds les uns les autres. Il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Donc, notre équipe à la chaire, c'est une équipe qui est variée. Comme je vous disais, on a des étudiants, on a des professionnels de recherche, on a une chercheure associée, le coordonnateur qui est moi, puis on a la titulaire, Mélanie Couture, qui est ma patronne. Au travers de cette équipe-là, on combine un tas d'expertises. On a des gens qui ont de la formation en criminologie, en psychologie, en loisirs, en travail social, en urbanisme, en linguistique, en gérontologie, en réadaptation, en neuropsy, en sociologie. Vraiment, on couvre un spectre qui est très varié. Parce qu'on veut avoir un regard qui est large sur la maltraitance. En recherche, c'est facile quand tu te fixes sur un domaine précis, de mettre un peu des lunettes pointées puis de voir seulement ce qui rentre bien dans le cadre de ton domaine. Mais on veut être capable de regarder la maltraitance comme un tout. Fait qu'on on essaie d'avoir une équipe qui représente ce tout-là. Plus spécifiquement, notre mission à la chaire, c'est d'accroître les connaissances pour permettre de mieux comprendre et de mieux contrer la maltraitance envers les personnes aînées. Pour le faire, on fait 2 champs d'action. Le premier, c'est produire des connaissances. C'est ce que vous pensez quand on parle de recherche à prime abord. Vous pensez à rencontrer des personnes, poser des questions, faire des entrevues, passer des questionnaires pour générer des nouvelles connaissances sur c'est quoi la maltraitance, comment ça s'exprime, ça se présente comment dans la réalité. Après, puis pour moi, ça, c'est le morceau le plus important, on vient faire du transfert de connaissances. Le transfert de connaissances, c'est de s'assurer que ce qu'on a fait à l'axe 1, à la production des connaissances, se rende aux gens concernés. Souvent, le transfert de connaissances pour les chercheurs s'arrête à on a écrit un article scientifique, on a transmis nos connaissances dans le milieu scientifique et c'est la fin.
À la chaire, pour nous, c'est vraiment important que nos connaissances se rendent vraiment à tous les niveaux concernés. Donc, on fait des outils avec les connaissances qu'on produit qui vont aller sur le terrain, qui vont servir aux intervenants, aux cliniciens. On fait des fiches synthèses qui vont servir au public pour bien comprendre de quoi qu'on parle dans des mots simples, sans toute la complexité des ANOVA, des chiffres, des statistiques et tout ça. On essaie de garder ça approchable. Puis ma présence aujourd'hui, ça rentre aussi dans cette sphère-là. Donc, de venir vous voir pour vous parler de la maltraitance, ça fait partie de l'objectif de transfert de connaissances. Fait le tour de la chaire, donc on va être prêt à rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que c'est que la maltraitance? Ça a peut-être l'air d'une question vraiment simple, mais en fait, il y a beaucoup de complexité qui se cache en dessous de ça. Parce qu'on ne s'entend pas sur la terminologie pour parler de maltraitance à travers le monde. Donc, on n'a pas tous les mêmes mots pour parler de la problématique. En français, on utilise maltraitance, mauvais traitement, abus. En anglais, abuse, mistreatment, maltreatment. En dessous de ça, la définition qui représente le mot qu'on utilise n'est pas universelle non plus. Donc, même deux personnes qui s'entendent pour dire, OK, on parle de maltraitance, ben, ils ne s'entendent pas sur c'est quoi la maltraitance. Il y a des petites subtilités qui vont changer, c'est pas la définition complète qui est différente, mais il y a des aspects qui changent d'une province à l'autre, d'un pays à l'autre. Donc, ça à prendre en compte. Pareillement, on n'a pas non plus une liste de types universels. Quand parle de maltraitance, on en parle en forme de type. Il y a plusieurs façons que la maltraitance peut se manifester. Puis comment on organise ça, c'est pas pareil partout à travers le monde. Pour les gens du public qui ne sont pas dans le domaine de la science en maltraitance, c'est compliqué parce que vous allez peut-être parler avec un acteur en particulier dans le domaine, un intervenant, puis il va vous expliquer la maltraitance, puis vous allez arriver, je vais vous présenter ma définition, puis ça ne sera pas la même, puis ça va être mélangeant. Puis je vous comprends totalement. C'est mélangeant pour moi aussi. Parce que quand je viens pour faire une recherche, quand je viens pour faire une analyse de statistiques, puis que je lis, on a un taux de 17% de maltraitance en Chine. Est-ce qu'ils veulent dire la même chose que quand moi je dis on a un taux de 10% de maltraitance au Canada? Je ne le sais pas. Il faut que j'aille gratter. Est-ce qu'ils ont les mêmes types? Est-ce qu'ils ont la même définition? Fait que mon travail est compliqué, puis votre compréhension va l'être naturellement. Fait que je vais essayer de simplifier ça. On va vous présenter la définition qu'on a retenue au Canada, les termes qu'on a retenus au Canada. Et si vous êtes dans une autre province, sachez qu'il y a des mineures différences qui vont s'inscrire un peu partout à travers le pays. Euh, pour l'instant, il n'y a rien qu'on peut faire à ce niveau-là. Les provinces ont leur indépendance, donc on jongle avec le paquet de définitions qui existe, puis on fait de notre mieux pour essayer de s'entendre sur ce dont on parle. Au Canada, on a fait le choix de retenir les termes maltraitance envers les personnes aînées en français, puis mistreatment of older adults en anglais. C'est un choix qui a été fait en comité. À la chaire de recherche, on a un comité de terminologie. Que notre travail, c'est de discuter ensemble du meilleur choix de mots pour parler de la problématique, du meilleur choix de mots pour décrire les sous-composants qui se retrouvent dedans, puis comment on construit une définition. Oui, on n'a rien de mieux à faire un vendredi soir que de se retrouver en groupe de 15 chercheurs pour s'obstiner sur le meilleur mot pour parler de maltraitance. Euh, on est des bêtes spéciales. Quoi qu'il en soit, euh, pour s'arrêter sur les termes qu'on a choisis, euh, ce comité-là a pris le temps d'aller rencontrer des acteurs partout à travers le Québec, mais aussi des acteurs partout à travers le Canada et des acteurs partout à travers le monde pour voir comment les définitions de la maltraitance évoluent dans le temps, comment les termes sur la maltraitance évoluent, pour trouver un choix qui serait le plus acceptable, le plus facilement accepté à travers le monde et à travers le Canada. Donc, d'une part, maltraitance envers les personnes aînées, c'est ce qui était le plus utilisé dans la francophonie internationale et aussi dans la francophonie canadienne dans les dernières années. On a consulté les experts, puis il n'y avait pas de débat particulier autour de ces termes, même s'il y a des gens qui nous ont dit ah, moi, je préfère, comme je vous ai montré à la diapo précédente, là, je préfère parler de mauvais traitement, mais maltraitance, c'est correct. Même s'il n'y avait pas tous les mêmes préférences, il y avait personne qui a dit ah, maltraitance, c'est complètement inacceptable. Fait qu'on s'est dit que c'était probablement un bon choix. Aussi, puis je vais y revenir plus tard, en dessous de la maltraitance, il y a deux notions qui entrent en jeu. Il y a la notion de violence puis la notion de négligence. Parce que la maltraitance, c'est pas juste de poser un geste violent, ça va aussi être de ne pas faire une action appropriée. Puis, les notions comme abus, ça tend à renvoyer à une idée qui est plus active, plus violente, alors que maltraitance, ça englobe les deux composantes ensemble, c'est plus neutre. Fait qu'on préférait aussi ce terme-là pour cette raison-là. Puis, ça s'inscrit dans une perspective de continuité des notions de violence et de négligence à travers les âges, parce que quand on parle des enfants, on a tendance à parler de maltraitance envers les enfants. Donc, ça s'inscrivait dans la continuité, sans dire que la maltraitance envers les aînés, c'est la même chose, c'est pas du tout le cas, mais il y a quand même des points en commun. Puis ça faisait en sorte que les gens, quand on parle de maltraitance, ils ont déjà une idée de quoi qu'on parle. Au final, la définition sur laquelle on s'est arrêté, c'est que la maltraitance envers les personnes aînées, c'est un événement singulier ou répétitif qui se produit dans le cadre d'une relation où il devrait y avoir de la confiance,
qui implique une personne, un groupe, une communauté ou une organisation. Ça se manifeste par un geste, une parole, une attitude ou une absence d'action appropriée qui va causer ou qui risque de causer des conséquences négatives pour une personne aînée. Ça fait beaucoup de morceaux. Fait que pour être sûr qu'on comprend bien ce que ça implique, cette définition-là, pour les prochaines parties de la présentation, je vais prendre le temps de revenir sur chaque partie en gras dans la définition et vous expliquer ce que ça veut dire, ce qu'il y a en dessous de ça. J'ai vendu le punch, le premier morceau, je vous en ai déjà parlé, c'est les manifestations de la maltraitance qui peuvent être la violence ou la négligence. Dans la définition, on dit que ça peut se manifester par un geste, une parole ou une attitude. C'est ce qu'on regroupe sous l'idée de la violence. C'est souvent la première chose qui vient en tête aux gens quand on parle de maltraitance. Ça va être quelqu'un qui se fait crier après, qui se fait insulter, qui reçoit des coups, qu'on bouscule, quelqu'un à qui on va s'imposer physiquement, ça, c'est plus la notion d'attitude qui parfois est un peu plus difficile à comprendre, ou quelqu'un qu'on va bouder parce qu'on ne veut pas interagir avec elle. Quelque chose qui est un peu plus actif puis qui va amener une conséquence négative pour l'aîné. Au contraire, on a l'autre morceau qui est l'absence d'action appropriée, donc la négligence. Ça peut être de ne pas faire une action qui aurait dû être faite ou de ne pas faire une action qui aurait dû être faite de manière adéquate. Là, avec la négligence, il y a un astérisque à mettre, c'est qu'on ne peut pas être négligent d'une personne de qui on n'est pas responsable. Par exemple, si votre voisin n'a pas assez de nourriture, vous savez que c'est une personne aînée qui est un peu défavorisée, puis qui a de la difficulté à rejoindre les deux bouts, vous n'avez pas d'engagement, de responsabilité par rapport à votre voisin. Personne qui va venir cogner à votre porte puis vous accuser de négligence parce que vous n'avez pas été le voir pour lui porter des petits plats quand vous saviez qu'il était peut-être en difficulté. Ça serait gentil de le faire, mais vous n'avez pas cette responsabilité-là, puis c'est correct de ne pas le faire, vous ne serez pas négligent. Par contre, si c'est votre mère qui a la même difficulté, votre mère qui est âgée, votre sœur, peu importe, si c'est une personne aînée, puis que vous avez dit: «Oui, je vais prendre soin de toi, inquiète-toi pas, je vais aller la faire ton épicerie, je vais te préparer à manger». À partir du moment où on arrête spontanément, sans aviser, sans raison de poser cette action-là, si vous allez pas faire son épicerie le jeudi, puis qu'elle a plus de nourriture rendue au samedi, puis vous l'avez pas avertie, ben là, vous êtes négligent parce que vous aviez pris un engagement, vous aviez un rôle par rapport à cette personne. Fait que c'est important de prendre en compte le rôle. Il n'est pas implicite du fait que vous avez nécessairement une relation. C'est pas parce que c'est votre mère que vous êtes obligé d'en prendre soin. Ça se peut que vous ayez une relation difficile, que vous n'avez pas eu de contact avec cette personne-là au travers les années. Si elle vous appelle après 15 ans pas vous avoir parlé pour dire je viens de déménager en RPA, puis j'aurais besoin que tu ailles m'acheter des culottes d'incontinence, puis que vous lui dites de manger de la chenoute, il n'y a pas personne qui va venir cogner chez vous pour vous traiter de maltraitant, là. Donc, ces 2 formes-là, la violence et la négligence, ça se découpe ensuite en types. Donc, il y a 4 types qu'on reconnaît au Canada de maltraitance. La maltraitance psychologique, la maltraitance physique, la maltraitance sexuelle, la maltraitance matérielle et financière. Chacune desquelles peuvent s'exprimer sous les 2 formes. Donc, il va y avoir des exemples de maltraitance psychologique qui sont de la négligence et d'autres de la violence, et ainsi de suite pour tous les types. Je ne veux pas m'éloigner trop dans les types, parce que je veux qu'on reste proche des aspects de la définition. Fait qu'on va prendre le temps de finir tous les morceaux de la définition, puis après ça, on va revenir sur les types. Par contre, je vais prendre le temps de vous dire qu'au Québec, on a 3 types supplémentaires qu'on reconnaît. Je vous disais tantôt qu'on ne s'entend pas partout. Au Québec, la maltraitance organisationnelle, l'agisme et la violation des droits, ce sont des types. La maltraitance organisationnelle n'a pas été retenue au Canada simplement parce que si je reviens à la définition, on dit que ça peut être perpétré par une personne, un groupe, une communauté ou une organisation. Donc, on trouvait que la notion de maltraitance organisationnelle était déjà couverte sous le fait que la personne qui maltraite peut être une organisation. Ensuite, les 2 autres types, c'est qu'ils sont un peu particuliers. L'agisme puis la violation des droits, c'est même au Québec, c'est vu comme quelque chose qui est à la fois de la maltraitance, mais aussi quelque chose qui est transversal. C'est-à-dire qu'on le retrouve un peu dans toutes les situations de maltraitance. Donc, l'agisme, ça va être une discrimination basée sur l'âge, des croyances ou des attitudes qui sont fondées sur l'âge. Par exemple, se dire que tous les jeunes ne peuvent pas conduire parce qu'ils n'ont pas assez d'expérience, puis c'est des jeunes fous sur la route. C'est de l'agisme envers les jeunes. Au contraire, c'est-à-dire qu'une personne aînée, ça devrait perdre son permis, ben, c'est de l'agisme envers les personnes âgées. Puis, en dessous des types de maltraitance, souvent, on va retrouver une pensée, une croyance qui est agiste, qui va conduire à se sentir justifié dans la maltraitance qu'on commet. Comme on en retrouve partout, on ne sentait pas le besoin de le mettre comme un type à part entière, mais plutôt comme une caractéristique sous-jacente. Pareillement, pour les violations des droits, ben, on s'entend qu'on
On a tous des droits fondamentaux. Puis quand on est maltraité physiquement, quand on est maltraité sexuellement, quand quelqu'un nous vole nos biens financiers, quand quelqu'un nous insulte, ben, ça peut briser un paquet de nos droits fondamentaux, comme le droit à la sécurité, le droit à la tranquillité. Et donc, on trouvait que la violation des droits, plutôt que d'être un type, ça devait être quelque chose qu'on retrouve dans tous les types comme une conséquence. Donc, la maltraitance a la conséquence de violer des droits des personnes aînées. Donc, encore une fois, au Canada, on ne le retrouve pas parmi les types. Ensuite, je l'ai nommé les conséquences. Donc, dans la définition, on dit que la maltraitance doit causer ou risquer de causer des conséquences négatives. Encore là, on a une nuance par rapport à la définition qu'on a au Québec. Au Québec, la notion que ça doit risquer n'est pas là. Donc, il faut qu'il y ait une conséquence qui soit présente. Ça amène une interprétation différente des situations. Par exemple, si on a une personne aînée qui est en RPA et qui siffle continuellement, du matin au soir, cette personne-là, elle siffle. Un intervenant dans le milieu est tanné de l'entendre siffler, puis décide qu'il va prendre son dentier parce qu'il s'est rendu compte que pendant qu'elle se brosse les dents et qu'elle n'a pas son dentier, elle ne siffle pas. Il se dit, si je peux y enlever son dentier, peut-être qu'elle me fera pas chier toute la journée, elle va arrêter de siffler, elle va fermer sa trappe, fait que je vais prendre son dentier puis je vais le cacher. Résultat, effectivement, la personne ne siffle pas. On aurait pu s'attendre à ce que ce comportement-là ait des conséquences. Il y avait un risque que ça cause des conséquences. La personne aurait pu vivre de la détresse, aurait pu avoir des difficultés à s'alimenter, aurait pu euh, se sentir inquiète de ne pas trouver son dentier, aurait pu avoir des problèmes bucco-dentaires aussi parce qu'elle ne porte pas son dentier. Mais dans les faits, ce qui s'est produit dans cette situation-là, comme la personne ne sifflait pas continuellement, les autres résidents avaient plus d'intérêt à discuter avec elle puis à interagir, puis elle s'est mise à socialiser. Puis au final, cette personne-là, elle a amélioré sa qualité de vie à cause de cette situation-là. Donc, il lui donnait son dentier pour les repas, puis il le retirait après. Puis la personne, elle s'est mise à avoir une meilleure qualité de vie dans son milieu. On n'a pas eu de conséquences négatives pour cette personne aînée-là. Mais clairement, le comportement de l'employé n'était pas approprié, puis il risquait de causer des conséquences. Donc, au Canada, on dirait que c'est de la maltraitance, alors qu'au Québec, on dirait que ça n'en est pas parce qu'il n'y a pas eu de conséquences concrètes. Un autre point qui est important à nommer, c'est que les conséquences, elles peuvent être immédiates ou elles peuvent s'aggraver à long terme. J'aime bien l'exemplifier parce que c'est compliqué quand on fait juste en parler en mots. Mais des fois, il y a des gens qui vivent dans une situation où c'est difficile de savoir si leur état général est causé par la maltraitance ou causé par le vieillissement ou par la maladie. Une situation vécue qui a été rencontrée. C'est une dame âgée qui vivait dans un milieu où il y avait beaucoup de maltraitance. Puis, cette personne-là présentait un portrait là, général plutôt affecté. Elle était faible, peu d'énergie, elle avait des problèmes d'incontinence et on ne savait pas si c'était dû à son vieillissement général ou à une maladie ou si c'était dû à la maltraitance. Éventuellement, le milieu de vie où elle était a été fermé à cause des maltraitances. Elle a été relocalisée ailleurs. Puis à partir du moment où elle se retrouvait à vivre ailleurs, ben, sa qualité de vie a augmenté. Elle a recommencé à se nourrir. Avec un petit peu de soutien, elle était capable d'aller à la salle de bain, donc elle n'avait plus de problème d'incontinence. Elle avait regagné de l'énergie. Donc son portrait général s'est amélioré. Immédiatement, on n'était pas capable de dire est-ce qu'il y a eu des conséquences à la maltraitance, mais à plus long terme, en changeant les conditions, on a réalisé que clairement, là, oui, il y avait des conséquences, puis des conséquences assez importantes. Donc, le fait qu'il y ait un risque de conséquences, ça suffit à déclarer la situation comme étant de la maltraitance au Canada, parce que si on attend de voir les conséquences, des fois, ça peut s'aggraver à long terme, puis des fois, elles ne sont pas évidentes tout de suite. Un autre aspect qui est lié aux conséquences qu'on ne retrouve pas clairement dans la définition, mais qui est précisé dans le document qui l'accompagne, c'est l'intentionnalité. Donc, on ne maltraite pas toujours de façon intentionnelle. Je vous dirais même que souvent, on maltraite accidentellement. Puis ça arrive même qu'on est maltraitant en voulant bien faire. Un autre exemple que j'aime donner, c'est l'histoire d'un fils qui prenait soin de sa mère âgée, qui avait des problèmes cardiaques et qui devait prendre la médication plusieurs fois par jour. Éventuellement, sa mère s'est mise à se plaindre qu'elle avait des douleurs à l'estomac quand elle prenait sa médication, que son médecin avait changé sa dose récemment et qu'elle était convaincue que la dose était trop forte. Le fils, voulant bien faire, s'est dit: «Si tu penses que ta dose est trop forte, on va expérimenter», a décidé de couper une pilule en deux pour diminuer la dose. Mais si vous connaissez un petit peu la médication, vous savez que ce n'est pas tous les médicaments qui peuvent être coupés. Puis en coupant une pilule, on peut changer le mécanisme d'absorption du produit médicamenteux dans le corps. Puis ça peut avoir des conséquences. Et c'est ce qui s'est passé dans ce cas-là. Donc, la personne a pris sa pilule coupée en deux, a absorbé la pilule différemment et a dû être envoyée à l'urgence parce qu'elle a fait un malaise. Le fils, dans cette situation-là, voulait clairement pas causer du tort à sa mère. Il essayait de bien faire, il n'était pas informé.
puis il a commis une erreur qui aurait pu être très grave. Dans le cas-là, ça s'est bien fini, mais quand même, on dirait que dans ce cas-là, il y a eu de la maltraitance parce qu'il a posé un geste et il y avait un risque de conséquences. Il y a eu des conséquences pour la personne aînée, même si c'était non intentionnel. Là où l'intentionnalité est importante, c'est quand on décide comment qu'on va résoudre la situation. Ce fils-là, c'est pas une personne malveillante, c'est pas un mauvais élément dans la vie de sa mère. Il a essayé de bien faire, il était mal informé, il a pris une décision. Il a besoin de se faire donner une tape sur les doigts, puis de se faire dire comment ça fonctionne, puis que ça lui appartient pas de prendre des décisions médicales. Puis s'il y a un enjeu, il peut consulter le médecin, puis en discuter avec les gens qui sont qualifiés pour prendre ces décisions-là. Puis s'il écoute, par la suite, il n'y en a plus d'enjeu de maltraitance. Par contre, si on a une personne qui veut définitivement causer du tort, puis qui a essayé d'empoisonner volontairement sa mère, ben là, on n'est vraiment pas dans la même situation. On va appeler la police, on va essayer de sortir la mère du milieu au plus vite. Donc, l'intentionnalité va avoir un gros impact sur l'intervention, mais n'aura pas un gros impact sur la qualité à qualifier qu'une situation est de la maltraitance ou non. Les conséquences de la maltraitance se découpent ensuite en 4 catégories. Donc, ça ressemble un peu aux au type de maltraitance que je vous ai présenté tout à l'heure, moins la maltraitance sexuelle, puisqu'on se considère que ça a généralement des conséquences aussi de nature physique. Donc, il va y avoir des conséquences physiques, psychologiques, matérielles ou financières ou sociales. Je vous présenterai pas tous, les exemples parce qu'on si on prend le temps de faire ça pour tous mes tableaux, on va être encore là demain matin. L'idée derrière ce tableau-là, c'est simplement de vous dire que, il y a un paquet de conséquences possibles pour les situations de maltraitance, allant du déclin général des capacités à quelque chose de très ciblé comme le fait d'être en dette ou d'être insolvable. Par contre, les catégories sont pas hermétiques. C'est pas parce qu'on a vécu un type de maltraitance qu'on va vivre la catégorie qui s'associe le plus directement au type, heu, seulement en termes de conséquences. Par exemple, si, je me fais voler, de l'argent dans mon compte par une personne qui prend soin de moi, c'est de la maltraitance financière. Par contre, si je me retrouve avec une dette, que je suis insolvable, que je dois faire faillite, en dessous de ça, je vais probablement aussi avoir de l'anxiété. Je vais peut-être me sentir, honteux d'avoir fait confiance à la personne qui m'a volé tout mon argent. Puis, je vais peut-être aussi me retrouver à avoir des conflits avec la personne ou avec d'autres membres de ma famille à cause de la situation. Donc les conséquences de la maltraitance, c'est pas des bandes hermétiques là, où tout reste dans une catégorie. Une situation de maltraitance peut avoir une variété de conséquences pour la personne. L'autre point qu'on retrouve dans la définition, c'est la fréquence des événements. Un des premiers items qui est mis de l'avant, c'est que la maltraitance, c'est un événement qui est singulier ou répétitif. Donc, on n'a pas besoin de sortir la calculatrice pour essayer de déterminer est-ce que j'ai vécu quelque chose d'assez sérieux ou assez souvent vécu cet événement-là pour dire que c'est de la maltraitance. C'est arrivé une fois, on peut le mettre dans la boîte puis dire oui, c'en est. Il faut quand même faire preuve de jugement. Si je vous dis, j'y ai donné juste un coup de poing, il n'y a pas personne qui va hésiter à dire OK, c'est pas correct, c'est inacceptable. Par contre, si je vous dis: «J'ai crié après juste une fois», vous allez peut-être plus vous demander: «OK, mais c'était quoi le contexte?» Puis c'est vrai que le contexte va jouer un peu sur la nature de la situation. Si, je me suis fâché après ma mère parce qu'elle a eu un propos raciste, puis que j'y ai crié après que ça avait pas d'allure, puis qu'elle était épaisse de dire quelque chose comme ça, c'est peut-être pas une réaction appropriée, mais de là à dire que j'ai été maltraitant, puis que c'était vraiment inacceptable, puis que ça demande une intervention, une réaction ou un signalement, probablement pas. Par contre, si je me suis fâché après, puis que j'ai décidé de sacrer un coup de poing sur la gueule, comme on dit en bon français, clairement, on a un problème, là. Fait que c'est sûr que c'est à prendre en compte, là, la nature de la chose, mais si vous êtes inquiet, vous voyez une situation puis que vous vous dites: ça a l'air pas correct», ben, sortez pas le boulier pour calculer, c'est de la maltraitance, on engage les actions appropriées. L'autre point qu'on retrouve dans la définition, c'est les auteurs de la maltraitance. Donc, qui commet de la maltraitance? Premier élément qu'on retrouve, c'est que la maltraitance, c'est quelque chose de relationnel. Donc, on ne peut pas se faire maltraiter par quelqu'un avec qui on n'a aucune relation. Si vous êtes dans le métro, puis vous attendez pour entrer dans le métro à Montréal, par exemple, puis que quelqu'un passe en courant, vous vole votre sac à main, vous vole votre sac à dos, vous vole votre cellulaire, puis vous le revoyez jamais, même si vous êtes une personne aînée, vous n'avez pas vécu de la maltraitance. Vous n'aviez pas une relation avec cette personne-là. Vous n'étiez pas dans un contexte où vous devriez avoir de la confiance avec la personne. L'idée à mettre dans la définition qu'on est dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, c'est pas de mettre le blâme sur la personne qui a vécu la maltraitance. Au contraire, c'est de dire, dans la relation que vous aviez avec cette personne-là, toute personne «normale» entre guillemets, aurait eu l'attente de pouvoir faire confiance. Donc c'est raisonnable de faire confiance dans ces contextes-là et donc c'est pas de votre faute si vous avez vécu une maltraitance, c'est plutôt de la faute de l'autre personne qui a brisé ce lien de confiance-là.
Ça va au-delà des liens intrafamiliaux. On pense souvent de la maltraitance, on pense seulement à la fratrie, aux enfants, à la famille essentiellement, mais ça va inclure aussi les voisins, les amis et les gens qui nous offrent des services. Les gens avec qui on a une relation qui va être plus de nature professionnelle ou une entente, par exemple, un contrat ou une entente de service, ça va être des gens qui peuvent aussi être maltraitants parce que il y a une attente quand on reçoit des services d'une organisation ou d'une personne que cette personne-là le fasse adéquatement, puis nous traite adéquatement dans la relation qu'on a avec elle. Si vous avez la visite à domicile d'une infirmière pour vous faire une injection, vous vous attendez à ce que vous puissiez faire confiance à cette infirmière-là. Si vous allez dans un hôpital, vous attendez à ce que vous puissiez faire confiance à tout le personnel de l'hôpital. Et si votre sacoche disparaît pendant que vous êtes dans la salle d'attente avec l'infirmière, puis vous soupçonnez que c'est elle qui est partie avec, ben là, on pourrait dire qu'il y a de la maltraitance. C'est plus une personne que vous ne connaissiez pas, que vous n'aviez pas de relation. Effectivement, vous ne connaissez pas nécessairement l'infirmière personnellement, mais vous êtes entré dans son bureau, vous êtes entré dans le milieu, dans l'attente de pouvoir faire confiance à cette personne-là. C'est une attente qui était tout à fait raisonnable. Donc là, il y aurait maltraitance. C'est sûr que les gens ont tendance, comme je disais, à penser que ça vient de la famille, puis c'est pas un mauvais réflexe parce qu'il y a une majorité des situations de maltraitance qui impliquent effectivement la famille. Je dis majorité parce que les données qu'on a sur la maltraitance sont surtout sur la maltraitance à domicile. Donc, on a presque rien sur les maltraitances qui se produisent en milieu d'hébergement, que ce soit en CHSLD ou en RPA. Donc, le portrait serait probablement différent dans ces milieux-là où on verrait une augmentation du pourcentage de maltraitance qui est fait par du personnel, qui est regroupé dans la catégorie autre ici. Mais on voit quand même à ce tableau-là que c'est des données au Québec d'ailleurs, je vais juste à préciser, je n'ai pas trouvé l'équivalent au Canada, mais on voit quand même qu'il y a une bonne partie des situations de maltraitance, peu importe le type, qui implique des membres de la famille, que ce soit la fratrie, les enfants, un conjoint, un ex-conjoint. Fait que je reprends la définition, on remet tout ça en perspective. Qu'est-ce que c'est que la maltraitance? Ben, la maltraitance, ça peut prendre deux formes, soit la violence ou la négligence. Ça peut être de quatre types, psychologique, physique, financier ou sexuel. Ça n'a qu'à survenir une fois pour qu'on considère qu'il y a maltraitance. Ça peut être intentionnel ou non. Ça n'aura pas d'impact sur la qualification d'une situation comme de la maltraitance, mais plutôt sur l'intervention. Ça doit impliquer une entité avec laquelle on entretient une relation où il devrait avoir de la confiance. Cette entité-là, ça peut être une personne, une organisation, un groupe. Ça peut toucher à plusieurs catégories là, d'entités. Puis, ça peut survenir à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières intrafamiliales et ça doit causer ou risquer de causer des conséquences négatives. Combien de gens sont touchés par la maltraitance? Peut-être que ces chiffres-là vont vous faire peur. Au Québec, on estime que c'est 5,9 des personnes âgées de 65 ans et plus qui vivent à domicile qui ont vécu de la maltraitance dans la dernière année. Alors qu'au Canada, on estime que c'est 11,4 des personnes aînées de 60 ans et plus qui rapportent en avoir vécu au cours des 10 dernières années. C'est pas les mêmes chiffres, mais c'est pas la même période couverte, donc c'est normal. Dans les faits, on s'attend à ce qu'approximativement la prévalence, donc le nombre de personnes qui vivent de la maltraitance au Canada, soit à peu près le même qu'au Québec. Il n'y a pas vraiment de différence là, par province à ce niveau-là. C'est des chiffres qui font peur, mais ce qui est terrible, c'est que les vrais chiffres sont probablement encore plus élevés. Comme je vous disais, on a de la difficulté à avoir accès aux données sur ce qui se passe en résidence privée et en CHSLD. Donc, les chiffres que je vous présente là, c'est pour les gens qui vivent à domicile. Ça va inclure les gens qui sont dans une maison, les gens qui sont dans un loyer. Mais je crois que ça inclut aussi les gens qui sont en RPA, mais ça n'inclut pas les gens qui sont dans des milieux d'hébergement plus euh, gouvernement, soutenus par le gouvernement, comme les CHSLD, les résidences intermédiaires, les résidences de type familial et des choses comme ça. Donc, il nous manque une portion des gens qui vivent de la maltraitance dans nos chiffres. Il y a une étude qui a été faite à l'international en 2017, si je ne me trompe pas. Puis, ça regroupait des entrevues avec des intervenants dans des CHSLD, justement, ou l'équivalent là, selon le pays. Et il demandait aux employés s'ils avaient commis une série de gestes qui se rapportaient à de la maltraitance. Puis, il y a plus de 50 des employés qui ont signifié avoir posé un des gestes dans la liste de gestes potentiellement maltraitants au cours de la dernière année envers un résident. Donc, il y a
Et 50% des employés sont assez honnêtes pour dire oui, j'ai probablement été maltraitant dans la dernière année. Si on enlève ceux qui n'ont pas été assez honnêtes pour si on rajoute ceux qui n'ont pas été assez honnêtes pour le dire, on a probablement un taux de maltraitance qui est beaucoup plus élevé qu'on le souhaite dans ces milieux-là. Donc, quelque chose qui dépasse le 11,4%. Euh, il y a des gens qui ont l'impression que le taux de maltraitance est en augmentation à travers le monde. Et si je peux me permettre de vous rassurer, on a vu une petite augmentation pendant la COVID parce que eu des augmentations d'à peu près tous les problèmes potentiels pendant la COVID, hein, pour être honnête, mais les conditions n'étaient pas favorables à la qualité de vie des aînés. Il y a des choses qui, de par les mesures pour lutter contre la pandémie, et en soi auraient pu être vues comme de la maltraitance. Donc, on a vu une augmentation durant la pandémie euh, des taux de maltraitance, mais d'ordre général, on ne voit pas une augmentation. Par contre, on voit une augmentation des chiffres rapportés. Puis c'est ça qui tend à faire peur, c'est qu'il y a de plus en plus de mécanismes de signalement. Il y a de plus de gens qui savent c'est quoi la maltraitance, puis qui sont prêts à en parler, ce qui fait en sorte qu'on a un portrait de plus en plus réaliste de la maltraitance. C'est pas qu'on a plus de gens qui vivent de la maltraitance, c'est qu'on a plus de gens qui le disent, qui en parlent et qu'on identifie. Fait que oui, on voit des chiffres qui montent, puis c'est inquiétant. Moi, je trouve ça rassurant parce que ça nous donne un portrait plus réaliste de la situation, mais c'est aussi inquiétant parce qu'on se rend compte que finalement, il y en a peut-être plus qu'on pensait qui en vivent. Je vous ai promis tantôt que je vous parlerai un peu plus en détail des formes et des types, donc j'y reviens maintenant qu'on a fait le tour de la définition. Premier type dont je vais vous parler, c'est la maltraitance psychologique. C'est le type qui est le plus fréquent, euh, pour des raisons évidentes. C'est aussi le type qui est le plus facile et qui sort, en guillemets, le plus naturellement. Se fâcher puis insulter une personne aînée, ça demande pas nécessairement le même niveau de filtre que de se retenir de donner un coup de poing, par exemple. Donc, on voit beaucoup de maltraitance psychologique. La définition de la maltraitance psychologique reprend, puis ça va être le cas pour tous les types de maltraitance, fait que je ne ferai pas le tour à chaque fois, mais reprend les bases de la définition canadienne que je vous ai présentée tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on parle de maltraitance psychologique, on parle de gestes, paroles, attitudes, donc de la violence ou défaut d'action appropriée, donc de la négligence, qui va porter atteinte essentiellement au bien-être psychologique de la personne, que ce soit sur le plan émotif, moral, sa santé ou sa sécurité psychologique. Sur le plan de la violence, on va voir des exemples comme la manipulation, de l'humiliation, des insultes. Infantiliser les personnes aînées, c'est quelque chose qu'on voit relativement souvent. Puis je parlais de l'âgisme qui peut être en dessous de la maltraitance, cette croyance-là que les personnes aînées sont ralenties sur le plan cognitif, sont peut-être moins alertes, ont plus de difficultés à comprendre ou souffrent toutes de surdité, ça amène beaucoup de personnes à penser qu'ils doivent agir avec les personnes aînées, un peu comme on agit avec un enfant qui n'a pas encore une maîtrise du langage. On parle lentement, on parle fort, on articule, on utilise des mots simples. Puis quelqu'un qui n'a aucun trouble cognitif puis aucun trouble auditoire, ça peut être très insultant. Donc, on va regrouper ça sous la forme de violence pour la maltraitance psychologique. On inclut aussi tous les commentaires sexistes, homophobes, transphobes, etc. Avant, c'était dans la maltraitance sexuelle. On l'a récemment déplacé dans la maltraitance psychologique parce qu'on rendait compte que la conséquence de ces choses-là, c'était pas de porter atteinte au bien-être sexuel de la personne, mais plutôt de porter atteinte à son bien-être psychologique. Euh, Idéalement, en tout cas, je l'espère, si vous êtes une personne homosexuelle ou bisexuelle ou trans, qui recevez une insulte de quelqu'un, j'espère que vous n'amènerez pas ça dans le lit, puis que vous ne le porterez pas, puis que ça n'aura pas un impact sur votre capacité à avoir des relations. Mais c'est certain que vous allez probablement en vivre des conséquences psychologiques. Fait que c'est pour ça qu'on l'a mis ici. Pour ce qui est de la négligence, on va parler du rejet, de l'indifférence, du désintérêt, euh, de ne pas tenir compte des besoins spirituels de la personne, de ne pas fournir des contextes favorables à l'exercice de sa spiritualité. Ça va être des exemples de négligence psychologique. Encore là, je rappelle que pour tous les types de négligence, il faut quand même qu'on ait un certain devoir envers la personne. Fait que ça se appliquerait plus, par exemple, si la personne vit dans une résidence privée pour aînés, puis il y a pas de milieu pour qu'elle puisse avoir ses prières ou qu'on l'empêche d'aller prier parce que ça dérange les autres gens dans le milieu. Ça pourrait être vu comme de la négligence. Il y a des indices qui doivent vous amener à lever un drapeau. Si quelqu'un vit de la maltraitance psychologique, on remarque souvent des changements, on remarque des éléments. Puis, je vous les mets là parce que je veux que si jamais vous êtes en contact avec quelqu'un, puis vous remarquez l'apparition soudaine d'un de ces indices-là, que vous soyez capable de vous dire, il y a probablement quelque chose d'inapproprié qui se passe, il y a probablement un problème. Ça se peut qu'en grattant en dessous de la surface, puis en allant poser des questions à la personne, vous vous rendiez compte que le problème, c'est pas de la maltraitance psychologique, c'est peut-être autre chose.
vous aurez identifié autre chose. Mais on préfère ne pas le laisser passer puis ne pas rater une situation de maltraitance accidentellement parce qu'on n'a pas tenu compte des indices. Vous pouvez voir aussi que les indices vont ressembler, si vous avez porté attention au tableau tout à l'heure, aux exemples de conséquences que j'ai donnés. Donc, si vous avez une personne qui soudainement semble avoir peur, une augmentation de l'anxiété, des caractéristiques de dépression, est repliée sur elle-même, hésite à vous parler ouvertement, est méfiante des gens qui l'approchent, a des interactions craintives avec les gens de son réseau, par exemple, vous allez visiter un proche qui vit dans un milieu de vie collectif, CHSLD, RPA, puis vous remarquez que elle semble avoir peur des autres résidents ou des employés. Ça peut être un indicateur qu'il y a quelque chose qui se passe. On remarque aussi un déclin rapide des capacités cognitives. C'est associé au fait de vivre beaucoup de maltraitance psychologique. Puis évidemment, dans la pire des cas, l'idéation suicidaire, les tentatives de suicide, puis à l'ultime, le suicide, ça peut être causé par de la maltraitance psychologique. Donc, c'est important de faire attention, puis que si vous voyez quelque chose, d'essayer d'y réagir. Prochain type dont je vais vous parler, c'est la maltraitance physique. C'est la plus facile à s'imaginer. Donc, donner un coup, bousculer, brûler une personne. On va aussi inclure l'alimentation forcée. C'est pas rare pour les gens qui ont besoin de plus de soutien que les aidants perdent patience parce que la personne a de la difficulté à manger, puis ils vont finir par prendre la cuillère puis lui enfoncer dans la gorge pour essayer d'accélérer le processus. Donc, on va mettre ça dans de la violence psychologique, dans de la violence physique. Le fait de ne pas bien donner de la médication, l'exemple que je donnais tout à l'heure du jeune homme qui voulait prendre soin de sa mère et qui a fait une erreur. L'utilisation inappropriée de contention. Les contentions, ça va être des mesures pour empêcher une personne d'agir. Ça peut être des contentions physiques ou chimiques. Il y a quelques années, c'était relativement fréquent d'attacher une personne aînée qui était perturbatrice dans un milieu de vie collectif. On l'attachait à son lit pour pas qu'elle se lève dans la nuit. Heureusement, c'est quelque chose qui est amené à disparaître. Il y en a de moins en moins, ou hopefully, j'espère qu'il n'y en a plus du tout au Québec et au Canada. Euh, Par contre, tout ce qu'il y a encore, c'est des contentions chimiques. Donc, donner de la médication pour essayer de garder une personne calme et passive, souvent en quantité peut-être un petit peu plus élevée que ce qui serait recommandé, juste pour s'assurer que la personne ne soit pas dérangeante. Puis, sous le plan de la négligence, on va avoir les privations des conditions raisonnables de confort, de ne pas aider une personne à l'alimentation, à l'habillement, à l'hygiène. On va aussi inclure là-dedans le fait de ne pas s'assurer que l'environnement est sécuritaire pour la personne. Un exemple que je viens de donner, c'est une personne aînée qui vivait dans un appartement, puis il y avait un grand tapis dans le couloir. Et le tapis avait une bosse juste devant son entrée qui n'était pas capable d'écraser. Tu sais, la façon que le tapis était fait, la bosse était entre guillemets permanente. Et donc, cette personne-là, quand elle essayait de sortir, comme elle avait des difficultés à lever les jambes très haut, elle avait de la difficulté à enjamber la bosse, et c'était pas rare qu'elle trébuchait dans cette bosse-là. Et éventuellement, elle s'est fait mal en tombant. Elle a averti l'administration de son milieu de vie, de sa résidence, pas de sa résidence, de son appartement. Elle leur a dit, il y a un problème avec le tapis, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait? Puis sa demande, elle a été ignorée. Donc, clairement, dans cette situation-là, on avait une négligence d'offrir des conditions de vie et de confort raisonnable à cette personne-là. Même chose que pour les maltraitances psychologiques, il y a aussi des indices de la maltraitance physique sur lesquels c'est important d'être attentif. Le fait d'avoir des bleus qui apparaissent, des blessures, une perte de poids spontanée, une détérioration de l'état de santé général, un manque d'hygiène soudain. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont eu toujours une hygiène, disons, un peu douteuse. S'il n'y a pas de changement en vieillissant, il n'y a pas d'inquiétude, mais s'il y a des changements à ce niveau-là, si c'est quelque chose qui n'était pas habituel, si on demande à quelqu'un qui arrête de se laver adéquatement ou qui est pas propre quand on la visite, ça peut être un indice, par exemple, de négligence. En RPA, si cette personne-là paye pour un service de bain, par exemple, que à chaque fois que vous allez la visiter, ben, elle n'est pas propre. Il y a peut-être un indicateur qui se passe de la négligence puis qu'elle ne reçoit pas le bain qui lui a été promis ou pour lequel elle paye. Sinon, il y a le fait d'attendre trop longtemps pour recevoir un changement de culotte d'aisance. Il peut y avoir la présence d'affectation cutanée, un environnement qui est généralement insalubre, une diminution de la musculature, l'utilisation de contention. Clairement, si c'est Oui, quelque chose que vous voyez, c'est non. un problème. Ben, vous m'attendez là, c'est ça. Madame Melita Link, on vous entend. Si c'est possible de vous mettre sur muet. Merci beaucoup. Euh, La mort précoce ou suspecte, qui est la conséquence absolue de la maltraitance. Puis il peut y avoir d'autres exemples, mais ça, c'est des éléments à garder en tête si vous voyez là, des changements à ce niveau-là dans vos proches ou vous-même, malheureusement, si vous vivez de la maltraitance. C'est un drapeau rouge. Troisième type, maltraitance sexuelle. C'est un type qui met souvent les gens mal à l'aise. Les gens n'aiment pas parler de sexualité des aînés.
en soi, on tend à considérer que ce malaise-là est un peu âgiste. On a tous tendance à se dire que nos parents, nos grands-parents n'ont pas de vie sexuelle, puis on porte ça en vieillissant. Ça vient avec une pensée justement que ben, généralement, toutes les personnes aînées sont des êtres asexuels. Sauf que cette croyance-là, ça amène à des changements dans notre comportement avec ces personnes-là qui vont nuire à leur capacité d'avoir une vie sexuelle épanouie. Par exemple, si les gens vivent dans un milieu de vie collectif, puis qu'on les oblige à avoir les portes de leur chambre continuellement ouvertes. C'est beaucoup plus difficile d'avoir des contacts sexuels quand ta porte de chambre doit être ouverte puis quelqu'un peut rentrer à tout moment. Donc ça serait vu comme empêcher les personnes d'exprimer leur sexualité ou les traiter comme des êtres asexués, ce serait de la négligence. Les violences sexuelles, elles, sont plus frappantes. Ça va être les commentaires ou les blagues à caractère sexuel, mais aussi tout ce qui vient en tête quand on parle de viol ou d'agression, donc les comportements, les contacts inappropriés sans le consentement, les agressions sexuelles complètes. Tout ça, ça va être de la violence sous la forme sexuelle. Et j'aurais aimé vous dire que ça n'arrive pas, que le fait de penser que les aînés sont des êtres asexuels, ça les protégeait au moins contre ça, mais malheureusement non. Ça arrive quand même. Encore là, une série d'indices à garder en tête. Donc, l'apparition soudaine d'infections, de plaies génitales, une angoisse au moment des examens, une méfiance, un repli sur soi, une désinhibition sexuelle soudaine, un discours très sexualisé, un déni de la vie sexuelle des autres personnes aînées, ça peut être des signes que de la maltraitance sexuelle. Contrairement aux autres, c'est pas des signes que vous risquez comme personne civile à remarquer chez vos proches très naturellement. J'ose espérer que vous ne faites pas régulièrement des examens génitaux aux aînés dans votre environnement. Ça serait un peu perturbant. Mais c'est quelque chose qui est remarqué surtout par les employés des milieux de la santé. Donc, un médecin qui va faire un examen, qui va constater des plaies ou une grande angoisse au moment des touchés. Ça va aussi être remarqué par les gens qui travaillent en résidence, les préposés aux bénéficiaires qui aident avec les bains, vont remarquer des comportements un petit peu inappropriés à l'heure du bain, un plaisir excessif ou des commentaires inappropriés qui n'étaient pas là avant puis qui soudainement se mettent à apparaître. Un enjeu avec la maltraitance sexuelle, c'est que la notion de consentement est vraiment très centrale. Puis, on ne se le cachera pas, il y a un certain nombre de personnes aînées en vieillissant développent des troubles neurocognitifs, donc des démences, par exemple l'Alzheimer. Et soudainement, la notion de consentement devient plus difficile à traiter. Puis, ça devient ambigu. Comment gérer ces situations-là quand on a une personne aînée qui vit dans un milieu de vie collectif, par exemple un CHSLD, qui veut avoir une vie sexuelle, mais que cette personne-là n'est pas capable de consentir, mais que soudainement, on la retrouve dans la chambre de sa voisine de chambre, qui elle non plus n'est pas capable de consentir. Ils ont l'air d'avoir beaucoup de plaisir, mais si tous les deux sont prêts à dire oui pour prendre des médicaments ou pour prendre une décision médicale ou pour gérer leurs affaires financières, ils sont pas capables de dire oui non plus pour avoir une vie sexuelle. Fait que dans le cas précédent, je vous nommais de traiter les aînés comme des êtres asexuels ou de les empêcher d'exprimer leur sexualité. C'est de la négligence, mais il y a des situations où ça peut être approprié, malheureusement, d'empêcher une personne de vivre sa sexualité lorsqu'il y a des enjeux avec le consentement. Quatrième et dernier type, la maltraitance financière. Donc, c'est une des maltraitances qu'on voit beaucoup dans les médias, malgré le fait que c'est pas le type de maltraitance le plus fréquent, c'est le type qui fait parler le plus à la télé et aux nouvelles. Donc, ça va être le fait de s'approprier les biens d'une personne aînée sans son consentement, de facturer des prix excessifs pour des services, de commettre des vols, de forcer la personne à signer un bail, de mettre des choses sur le bail que la personne ne comprend pas. Il y a beaucoup de résidences qui s'essayent à ajouter des clauses au bail qui sont un peu douteuses, de charger des prix excessifs pour les services aussi. C'est pas rare que les contracteurs qui vont visiter une personne aînée pour lui offrir des services pour une réparation quelconque vont se mettre à rajouter des services qui ne sont pas nécessairement requis. Donc dire ah, cette personne-là elle a l'air mêlée, fait que je vais m'essayer, je vais lui dire que sa thermopompe neuve est due pour être changée. Puis là, la personne ne comprend pas trop, fait qu'elle dit oui. Ouais, ça aussi, ça va être un exemple de maltraitance matérielle ou financière sous la forme de violence. Ce qu'on voit le plus souvent, par contre, ça va être des gens qui partent avec la carte de crédit ou la carte de débit d'une personne aînée, puis qui ont le consentement pour partir avec cette carte-là pour une certaine transaction. Par exemple, je nommais d'aller faire l'épicerie pour la personne. Donc, je veux aller aider ma mère, elle me dit, prends ma carte, va m'acheter de l'épicerie. Puis je décide, ben là, j'ai été faire l'épicerie pour elle, je vais me gâter un peu. Fait que je m'achète un poulet, puis je fais le plein de mon auto. Elle a consenti à ce que je prenne sa carte pour aller faire ses achats, mais pas pour que je me gâte par la bande. Donc,
Ça serait aussi de la maltraitance matérielle et financière, et c'est probablement le type le plus fréquent. C'est pas rare non plus que les gens ont l'impression qu'ils sont légitimés de prendre les biens financiers de leurs proches. Je parlais d'âgisme tout à l'heure, un peu par la croyance que les aînés ont moins de besoins et ont moins d'utilité pour leur argent. Ça m'est arrivé régulièrement d'entendre des gens en entrevue pendant qu'on faisait des projets de recherche me dire: «Oui, mais tu sais, c'est moi qui vais en hériter de toute façon, ça va être mon argent bientôt, puis ma mère en a pas besoin. Fait que qu'est-ce que ça change que je l'ai pris tout de suite?» Ben, tout de suite, elle est pas à vous. Fait que vous attendrez dans une couple de mois si votre mère est au bord de la fin, vous l'aurez quand ce sera le temps. Ça se peut qu'elle ait encore plein de belles années devant elle et qu'elle ait envie de s'acheter une nouvelle voiture, de s'acheter des nouveaux items, de s'acheter une nouvelle table de salon. Elle a le droit, c'est son argent, donc on ne peut pas partir avec l'argent d'une personne aînée simplement parce que elle est promise par le billet d'un testament qui nous fait héritier. Côté négligence, ben, on va parler de ne pas gérer les biens adéquatement. C'est pas rare qu'une personne commence à avoir de la difficulté à gérer son compte, va demander à un proche: «Ah, tu peux-tu surveiller mes transactions?» Des trucs comme ça. Donc de ne pas le bien faire, ça va être vu comme de la négligence. De ne pas fournir les biens et services nécessaires à une personne avec qui on a l'entente de le faire, comme de ne pas aller faire l'épicerie, heu, ça pourrait être vu comme ça. Un défaut d'évaluer les capacités. Puis là, il faut faire attention parce que évaluer systématiquement les capacités à consentir d'une personne aînée, ce serait âgiste, ça serait de considérer que tous les aînés sont incapables de consentir ou de gérer leurs affaires. Par contre, dans certains contextes, c'est important de le faire. Je pense à un notaire qui va signer un nouveau testament, mais ce serait une bonne idée de vérifier que la personne qui est devant vous, elle est en mesure de consentir et de faire ce nouveau testament-là, puis qu'elle ne le fait pas sous pression. Donc de ne pas le faire, ça pourrait être vu comme de la négligence de la part du notaire qui ne l'aurait pas fait. Pareillement, vérifier la compréhension, la littératie financière de la personne. Ça va un peu avec les exemples que je donnais des contrats où il se rajoute des choses dans le contrat, des prix excessifs facturés pour des services. Ben, il y a de la violence, mais il y a aussi une négligence parce qu'on n'a pas vérifié ou on a utilisé volontairement l'incompréhension financière de la personne là, à nos profits. Pour les indices, des indices relativement évidents, puis ça, c'est des indices qui sont plus faciles à voir pour les proches, particulièrement quand les proches ont accès au compte bancaire parce qu'ils font des suivis. Donc, la disparition d'objets de valeur, la présence de transactions inhabituelles dans le compte bancaire, le manque d'argent pour les dépenses courantes, les lettres de défaut de paiement soudain, c'est une personne qui n'a jamais eu de problème financier, ou un accès limité à l'information sur la gestion des biens. C'est pas rare qu'une personne demande de l'aide à un proche pour gérer certains biens ou gérer des comptes. Par contre, quand on prend la responsabilité d'aider la personne en général, on a le devoir aussi de les garder informés. Donc, pour moi, quand je vois une personne aînée qui me dit: «Ah, je ne sais pas trop ce qui se passe dans mon compte, je ne sais pas combien il me reste, je ne sais pas c'est quoi cette dépense-là, ah, je ne sais pas pourquoi il y a une transaction, pourquoi il y a un transfert», pour moi, ça, c'est un drapeau rouge, là. Il y a probablement quelque chose de louche qui se passe en dessous ou il y a quelqu'un qui ne rend pas son devoir d'informer adéquatement la personne. Juste pour vous dire, c'est pas important d'aller dans le détail de ces 3 situations-là. C'est des situations qui ont été médiatisées. C'est simplement pour vous donner des exemples du fait que la maltraitance, les types sont pas mutuellement exclusifs. Autant que je l'aimerais, ça rendrait les choses plus faciles à évaluer, puis ça ferait en sorte aussi que les gens vivent des moins gros calvaires, parce que c'est pas rare que les gens vivent plusieurs types de maltraitance en même temps. Donc, ils vont vivre la maltraitance psychologique, de la négligence physique, peut-être de la maltraitance sexuelle au travers de tout ça en combinaison, en simultané, ce qui fait un portrait de situation vraiment déplorable. Donc, à garder en tête, quand je parle des indices, ça se peut que vous voyez un mélange d'indices pour un paquet de types, raisonnablement dans les faits, parce qu'il y a plusieurs types de maltraitance qui se passent en même temps. On me demande souvent, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne vit de la maltraitance? Pourquoi cette personne-là a vécu de la maltraitance? Je vais vous parler des facteurs de risque. Ce ne sont pas des pourquoi. Dans les faits, il n'y a pas de facteur qui mène directement à la maltraitance. Tout le monde est, en guillemets, à risque de vivre éventuellement de la maltraitance, qu'ils aient la présence de facteurs de risque ou non. Euh, Malheureusement, j'aimerais vous dire, il y a une formule magique que si vous évitez de manger du pain les mercredis soirs, vous êtes garanti que vous ne verrez jamais de maltraitance, mais c'est pas le cas. Il y a rien qu'on peut faire, pour l'éviter hors tout doute, à part peut-être vous enfermer dans votre sous-sol puis jamais parler à personne. Ce que je vous souhaite pas en soi, on qualifierait ça d'auto-négligence probablement. Fait qu'on aurait juste remplacé le problème par un autre. Mais, il y a 2 catégories de facteurs de risque qu'on identifie. Les facteurs qui sont associés à l'environnement puis au réseau social et les facteurs qui sont associés à la personne aînée elle-même. Les facteurs associés à l'environnement, ça va être, de l'isolement social ou un réseau social peu développé.
Je veux juste préciser aussi, ces facteurs-là augmentent le risque qu'il y ait une situation de maltraitance qui survienne, mais ils augmentent aussi le niveau de difficulté à se sortir d'une situation de maltraitance. Donc, le fait d'avoir un bon réseau social, par exemple, si on vit de la maltraitance, ben, on a des gens proches de nous qui peuvent le remarquer puis qui peuvent nous aider à nous en sortir. Par contre, si on est très isolé, on est plus à risque que quelqu'un essaie de profiter de nous, puis s'il réussit à profiter de nous, ben, on est plus à risque qu'on soit pris dans cette situation-là. Le fait de cohabiter avec un ou plusieurs proches, ça peut être une autre source potentielle de maltraitance parce qu'il y a plus de risques qui émergent des conflits avec les proches avec qui on vit. La présence existante de conflits avec les membres de famille, les familles tumultueuses sont aussi plus à risque de vivre la maltraitance. Les difficultés d'accès aux ressources, que ce soit les biens essentiels, si vous avez, ou les services à proximité. Si vous avez de la difficulté à avoir accès à un service d'aide, si vous avez de la difficulté à avoir accès à des ressources alimentaires, si vous avez de la difficulté à avoir accès à des services de transport, ça peut tout être des facteurs de risque potentiels pour vivre de la maltraitance. Les- Monsieur Saint-Martin, je veux juste vous mentionner qu'il est présentement 10h22 pour Excellent. garder la notion du temps. Oui, parfait. Merci beaucoup. On approche de la fin. Le fait de partager un milieu de vie, puis la tension dans les relations avec les personnes aînées qui donnent de l'aide. Donc, le fait d'être en relation d'aide, d'avoir un proche aidant, ça peut augmenter le risque de vivre la maltraitance. Pour les facteurs de risque individuels, les gens qui vivent des troubles neurocognitifs majeurs sont plus à risque de vivre la maltraitance, mais sont aussi à plus à risque d'être maltraitants des aînés qui sont dans leur réseau parce qu'on a moins de filtres, on a plus de difficultés à reconnaître les situations, on peut avoir des troubles de comportement qui viennent avec ça. Donc, ces personnes-là sont plus à risque de recevoir de la maltraitance, mais aussi d'en faire sans le vouloir. Euh, le fait d'avoir un faible revenu, des problèmes de santé mentale, des incapacités sur le plan physique, une historique de violence ou de négligence, une dépendance aux drogues, le fait d'être une femme en soi, c'est vu comme un facteur de risque. Les traits de personnalité hostiles ou avec des mauvaises stratégies d'adaptation, l'ethnicité, l'âge, l'état civil, le niveau d'éducation, une dépendance envers autrui, un haut degré de stress, puis des attitudes agressives suite à à la situation de maltraitance, ça peut tous être des facteurs de risque. Le fait que ça soit là, ça ne veut pas dire que vous allez vivre la maltraitance. Vous pourriez cocher toutes les cases puis ne jamais en vivre. Au contraire, vous pourriez ne cocher aucune des cases puis en vivre plein. Ça augmente le risque, mais ça ne signifie pas significativement qu'il va y avoir de la maltraitance. Dernière section, l'importance de faire une demande d'aide. Il y a plein de raisons qui font en sorte que c'est difficile de demander de l'aide quand on vit de la maltraitance ou quand on est témoin. Je l'ai nommé, la maltraitance, ça vient souvent de membres de la famille. Donc, il y a un désir de protéger les liens familiaux qui peut être présent. On ne veut pas causer du tort à nos proches, donc on va essayer de les protéger. On peut avoir peur qu'il y ait des conséquences qui s'aggravent aussi à la situation de maltraitance si on fait une demande d'aide. On peut avoir honte de nous. On peut décider qu'on ne veut pas en parler parce qu'on est gêné de ce qu'on a vécu. On peut aussi tout simplement ne pas en être capable parce qu'on a des troubles cognitifs qui font en sorte qu'on ne s'en rend pas compte, on n'a pas la mémoire pour aller chercher de l'aide ou on a des incapacités physiques qui font qu'on n'est pas capable de se rendre aux services. Puis on peut ne pas connaître l'existence des services ou être méfiant à les utiliser. C'est pareil pour les témoins, il y a des choses qui font en sorte que quand on voit de la maltraitance, on hésite à en parler. Parce qu'on a peur d'être la prochaine personne qui en vit. Par exemple, si on est en RPA puis que notre voisin de chambre est maltraité par l'infirmière, ça se peut qu'on n'ait pas le goût de la stouler parce qu'on ne veut pas qu'on soit la prochaine personne à se faire maltraiter par l'infirmière. Donc, c'est tous des éléments à prendre en compte quand on voit une situation de maltraitance. Il faut réfléchir à qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'ose pas agir, puis essayer de lutter contre ces barrières-là, puis rendre les accès plus faciles. La première porte d'entrée, le premier levier pour lutter contre la maltraitance, puis pour aider les gens à faire une demande d'aide, c'est de s'assurer qu'ils soient au courant, d'une part, que ce qu'ils vivent, c'est de la maltraitance, puis que c'est inacceptable, puis d'autre part, qu'il y a des ressources. Il faut les informer, il faut leur dire ce que vous vivez, ça n'a pas de bon sens, je l'ai remarqué, j'ai vu qu'il se passait ça. Est-ce que tu veux de l'aide? On le demande, parce que ça se peut que la personne ne veuille pas se faire aider. Mais ensuite, on peut lui dire, si jamais tu changes d'idée puis tu décides que tu veux avoir de l'aide, ben, il y a un numéro que tu peux appeler, il y a ces services-là, il y a des ressources. J'ai mis le numéro de la ligne Aide maltraitance adulte aîné, qui est une ligne québécoise. Je crois que la majorité des gens qui sont là sont des Québécois. Euh, Par contre, si vous venez d'une autre région, il y a plein d'autres services qui existent. Vous pouvez appeler la police, les organismes communautaires. Il y a des lignes d'aide dans presque toutes les provinces pour les aînés, selon la nature des problèmes. Il y a des services de protection des adultes. Puis sinon, il y a les employés du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, si vous vivez de la maltraitance ou que vous en êtes témoin puis vous ne savez pas comment gérer la situation, contactez une des ressources pour essayer de vous aider. Juste pour conclure, ce que je veux vous dire, c'est que la maltraitance, ben, c'est une problématique qui est complexe, qui est très interpersonnelle, qui implique plusieurs individus ou organisations avec des caractéristiques variées, uniques. Il n'y a pas de formule magique
pour résoudre la maltraitance. J'aurais aimé ça qu'il y en ait une. Ça m'aurait fait plaisir de vous la donner. Malheureusement, il n'y en a pas. Donc, il faut que tout le monde soit engagé puis participe activement dans la lutte contre la maltraitance, en étant attentif au drapeau rouge que je vous ai nommé, donc aux indices, puis en essayant de sensibiliser les gens à l'existence des ressources, puis au fait que la maltraitance, c'est quelque chose qui est inacceptable. C'est important et si vous voyez quelque chose, de faire quelque chose, parce qu'une petite maltraitance peut rapidement devenir une grosse s'il n'y a rien qui a été fait. Ça fait le tour. Je vais juste vous... Merci. Oui, Oui. terminé, mon cher. Ben, je voulais simplement dire que si jamais vous voulez plus d'informations sur la maltraitance que ça vous a laissé sur votre appétit, on a, comme on l'a dit à l'introduction, un balado à la chaire qui s'appelle Cible grise, qui est disponible sur YouTube, Spotify et le site web de la chaire, maltraitancedesannés.com. Donc, on a des épisodes sur tout plein d'aspects de la maltraitance que vous pouvez aller consulter. Merci, M. Saint-Martin. Quel sujet dense avec plusieurs subtilités. Écoutez, c'est très, très, très complet comme présentation, mais je suis sûr que les membres présents ont probablement des questions. On est un petit peu presque à la limite là, de la session, mais si vous avez peut-être 5 minutes, alors petit rappel pour nos invités en ligne. Si vous pouvez poser vos questions via la fonction clavardage qui est identifiée par le bouton chat sur Zoom. Ma collègue Lynn McCarriger, qui lève sa main en ce moment, hein. Bonjour Lynn, qui sera là pour prendre vos questions en ligne ou en personne. Vous pouvez aussi lever la main en utilisant l'option réaction au bas de votre écran. Alors, si vous voulez peut-être enlever votre présentation, M. Saint-Martin, pour qu'on puisse voir nos gens en ligne. Voilà, merci. Oui. Alors, je n'ai rien présentement dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a Mme Boudreau là, qui vient de Oui. lever la main. Oui, bon, voici, c'était très intéressant, bravo, merci, je vais faire court. L'accès au curateur public peut arriver quand dans toute cette démarche-là? C'est une bonne question. En fait, ça va dépendre de la nature de la situation de maltraitance. Ça, c'est une question qui est plus centrée Question sur le... financière. Oui, c'est ça, sur les questions financières. En fait, le curateur va être attitré à une personne qui a une situation d'incapacité, qui est déclarée inapte, qui a besoin d'un soutien là, temporaire ou permanent pour la gestion de ses affaires financières ou de ses décisions médicales aussi. Donc, si cette personne-là a un mandat d'inaptitude qui déclare qu'une personne va être responsable de prendre des décisions pour elle, ça va être cette personne-là qui va être responsable. Et s'il n'y en a pas, s'il n'y a personne qui est identifié dans le réseau pour prendre les décisions pour la personne, ça va devenir le curateur qui va être attitré à la prise de décision. Donc, dans ce cas-là, s'il y a une situation de maltraitance financière, on va pouvoir solliciter le curateur pour du soutien, effectivement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je pense que Mme Diane Dolan a levé sa main. Oui, je vais ouvrir mon micro. Rapidement, ma mère est malheureusement décédée suite à une chute dans une RPA. J'ai fait une plainte à la commissaire aux plaintes du CIUS de l'Outaouais. Oui. Le résultat, ça a été maltraitance par négligence organisationnelle. Et là, on m'avait référé à d'autres ressources, mais quand j'ai voulu faire, là, je vais oublier le nom de ça, des sanctions pénales, mais en tout cas, il fallait faire une plainte à eux. Là, on me dit que la loi sur la maltraitance a un délai de prescription d'1 an. Et moi, ma mère, là, c'était comme une semaine trop tard. Est-ce que vous savez si ça va éventuellement changer? Qu'est-ce qui se passe dans le moment à ce sujet-là? S'il y a d'autres recours après que... parce que, tu sais, c'est triste de voir que ta mère décède à cause de, ben, pas mal à cause de négligence, puis il se passe rien pour personne. C'est vraiment désolant. Et ça coûte 4 000 $ par mois pour voir qu'éventuellement, elle se fait pas bien traiter. Puis c'est ça qui va accélérer son décès, tu sais. Ben, déjà, je suis navré d'apprendre ce que votre mère a vécu. C'est vraiment désolant. Puis oui, c'est malheureux qu'il n'y ait pas de recours dans votre cas. J'ai pas de réponse solide à vous donner pour le délai de prescription. Vous n'êtes pas la première personne à nommer que c'est un enjeu. Il y a des intervenants, il y a des chercheurs qui l'ont nommé. C'est rendu au gouvernement. Donc, ils sont au courant que c'est un problème, que le délai de prescription est trop court pour les situations de maltraitance. D'emblée, parce que quand on vit une situation de maltraitance soi-même, ou
qu'un proche détecte une situation de maltraitance, c'est rarement jour 1. Donc, souvent, la situation est détectée, puis il y a déjà des mois qui se sont passés. L'événement est peut-être terminé depuis 4, 5, 6 mois avant qu'on réalise que, oups, c'est passé une transaction illicite dans le, dans, dans les finances, il y a eu quelque chose d'inapproprié, ou soudainement, notre mère nous raconte un événement qui était trop inconfortable pour nous raconter, puis elle a pas osé nous le dire parce qu'elle ne voulait pas causer de tort aux employés ou à un proche. Puis là, on se ramasse à vouloir engager des démarches, puis le temps que ça débloque, il est trop tard, puis il n'y a plus rien à faire. Donc, c'est vraiment un problème. On le nomme, on le sait, mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse officielle du gouvernement sur ce qui va être fait à ce niveau-là. Dernière question, j'ai vu sur Oui. votre site pendant votre présentation qu'il y avait une recherche en cours sur la maltraitance dans les RPA. Est-ce que vous savez quand il va y avoir un rapport là-dessus? Il est en cours d'écriture. C'est quelque chose qui devrait paraître là, assez tôt dans l'année 2025. J'ai hâte de le lire, merci. Puis, Merci beaucoup. si je peux me permettre, vous avez demandé ce qu'il y a comme autre recours. Effectivement, au Québec, il y a le recours de la loi, la L6.3, avec les sanctions pénales à ce niveau-là, mais il y a aussi les démarches qui peuvent être faites au civil, comme on appelle les petites créances, ou sinon, selon la nature des situations, il peut y avoir les démarches criminelles. C'est très, très rare que des situations de maltraitance sont judiciarisées au criminel, mais ça peut être une ressource à évaluer quand même. Merci beaucoup.